Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. On va parler de votre livre, mais on vient d'entendre Benyamin Netanyahou. Est-ce que la difficulté d'Israël à vaincre ses adversaires depuis maintenant le mois d'octobre dernier, depuis le 7 octobre, est un signe, un symptôme de la défaite de l'Occident que vous décrivez dans votre dernier livre? Non, enfin, personnellement, j'ai tendance à percevoir la question israélienne comme assez périphérique à la dynamique de l'Occident. Il est clair que l'État d'Israël entraîne les États-Unis dans des difficultés supplémentaires, puisque les États-Unis étaient déjà tombés dans le piège ukrainien, oui, c'est la fin de votre dernier livre, mais il y a le piège israélien maintenant. Oui, les États-Unis semblent avoir cet art de se fabriquer des alliés qu'ils radicalisent, les nationalistes ukrainiens ou Israël dans sa phase récente, mais ces alliés finissent par prendre leur autonomie et aller tellement loin qu'ils mettent les États-Unis en difficulté. Et donc, en l'occurrence, Israël a assuré l'alignement de tous les pays du monde musulman derrière la Russie, ce qui n'est pas une affaire. Et la question israélienne est quand même, bon, elle est insoluble. Et je pense, et je m'arrêterai là, parce que c'est un sujet qui m'est personnellement pénible, je pense qu'on est au début des choses pénibles. Il y a une dynamique de la société israélienne qui va nous entraîner plus loin, puisque les gens raisonnables en Israël émigrent, et les gens qui font leur alia, qui vont en Israël maintenant, sont des gens qui y vont parce que cet Israël radicalisé leur convient. Donc en fait, il y a une dynamique de la violence qui va continuer d'augmenter. Une dynamique des chocs de civilisation. Je reviens à la situation française. La situation politique actuelle vous inspire quelque chose de particulier? Moi, je ne suis pas très inquiet, moi, parce que on pourrait se demander pourquoi il ne se passe rien de grave actuellement. Mais la vérité, c'est que la France n'est plus, depuis longtemps, un pays qui a toute sa souveraineté. C'est-à-dire, on n'a pas la liberté de gérer notre monnaie, la liberté d'une politique commerciale. Donc le gouvernement... Sur la gestion de la monnaie, il y a même une thèse qui est défendue là par Jean-Pierre Robin dans les prochaines heures dans le Figaro, qui explique qu'il peut se passer n'importe quoi, on est protégé par la monnaie unique. Oui, c'est-à-dire on est rendu irresponsable. Donc en fait, le gouvernement, si vous voulez, c'est comme une crise dans une municipalité. Mais donc c'est pour ça qu'il ne se passe rien. C'est parce que le gouvernement a finalement très peu de pouvoir. Donc ça ne m'intéresse pas beaucoup, honnêtement. C'est la rentrée scolaire. Vous avez beaucoup écrit sur le lien entre éducation et hausse du niveau économique et social, y compris dans votre dernier livre. C'est des pages absolument passionnantes. Donc votre dernier livre, je rappelle le titre, La défaite de l'Occident, et c'est chez Gallimard. Mon dernier livre, c'est une bande dessinée. Hein. Non, ça c'est votre nouveau livre. D'accord, d'accord. Est-ce que... Mais on va y revenir. Avec surprise. Surprise du chef. Maintenant que je sais que vous êtes un grand aficionados de l'inspecteur Barnaby, est-ce que la baisse du niveau en France explique selon vous le déclassement du pays? Baisse du niveau éducatif? C'est le même genre de mécanique qu'aux États-Unis. Ça existe un peu partout, en Occident. Il n'est pas certain d'ailleurs que les pays plus à l'Est soient épargnés, mais c'est une mécanique générale. C'est-à-dire, si on fait de la géopolitique, ce qui est important, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Dans toutes les affaires récentes, en fait, la France a été un acteur tout à fait secondaire. Macron a beaucoup parlé. Macroné, comme on dit en Russie ou en Ukraine maintenant, mais la capacité d'intervention de la France est réduite par son industrie déficiente. Je dirais que la France devient importante maintenant qu'elle s'effondre. Pourquoi? C'est-à-dire que, vous savez, quand on regardait les attentes des géopoliticiens occidentaux sur la guerre d'Ukraine, on attendait d'une politique de sanctions qu'elle mette la Russie à bas. Bon, l'économie russe va très bien, ils ont très peu de chômage, les inégalités baissent en Russie, les salaires ouvriers augmentent, le régime est complètement stable. Mais à quel prix? Comment? À quel prix? Je veux dire, ça n'est pas à moi de juger. Moi, je suis historien, là, j'ai pas du tout... Le problème, c'est le principe de réalité. Le principe de réalité. Il faut accepter la réalité. Et les gens ne semblent pas se rendre compte ici qu'une bonne partie de nos difficultés, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Allemagne, ça va être la poussée de l'extrême droite, en Allemagne de l'Est,
En Angleterre, ça va être les émeutes urbaines. On va y revenir aussi. Voilà. En France, ça va être une paralysie gouvernementale. Les gens ne semblent pas se rendre compte de ce que ça a un rapport avec la paralysie des économies européennes qui résulte assez largement de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, les sociétés qui sont mises en état de stress et de rupture par les sanctions, c'est les sociétés européennes. Mais pour dire une chose sur les... Je reviens à ce que vous disiez. Vous dites la France s'effondre et c'est là qu'elle devient intéressante. Elle devient intéressante parce que comment dire, parce que l'Europe craque. Si, vous voulez, si la guerre est perçue comme un affrontement économique entre la Russie, adossée à toutes sortes d'autres pays, et ce que les Russes appellent Occident collectif, il est évident que l'existence dans le monde occidental de sociétés ou de systèmes politiques qui implosent a une importance stratégique. C'est-à-dire, je veux dire, ça veut dire, c'est l'endroit, on est l'un des maillons faibles, en fait. Mais je m'excuse, je suis extrêmement triste. J'aime pas la guerre, je suis triste pour les Ukrainiens, je suis triste pour les Russes. Mais en tant que prospectiviste, moi, je vis plutôt un moment de bien-être. Puisque tout ce qui était dans mon livre s'avère vrai. Pas simplement le fait que la Russie est en train de gagner la guerre, qui pour moi est en Ukraine, qui est un élément secondaire, mais par le fait que le cœur de mon livre, c'était, je disais, la défaite de l'Occident, ça n'est pas la victoire de la Russie. C'est une implosion de l'Occident. Et les derniers indicateurs que j'ai relevés, publiés depuis la sortie du livre, sur la montée des inégalités, la mortalité infantile, montrent que aux États-Unis, la situation s'aggrave. Ouais, il y a eu une accélération de la montée des inégalités, et ça y est, avant, les États-Unis étaient en retard sur la Russie pour la baisse de la mortalité infantile. Maintenant, ça y est, elle remonte aux États-Unis. Et ça, c'est un point que vous abordez longuement, d'ailleurs, dans la défaite de l'Occident. Question rapide. Vous avez applaudi au succès des JO de Paris ? Honnêtement, j'ai en moi le réflexe patriotique normal de préférer que les Français gagnent. C'est un truc très profond, je crois, voilà. Mais honnêtement, vous n'avez pas été agréablement surpris par ce succès ? Écoutez, sur le fond, je trouve quand même que le patriotisme de supporter est un patriotisme qui coûte pas grand-chose. J'aurais du mal à comparer des gens hurlant et applaudissant l'équipe de France aux poilus de la guerre de 14, sacrifiant leur vie pour la nation. Le dépassement, justement, Nicolas Sarkozy, dans une interview au Figaro, dit il y a eu derrière ça un retour de la verticalité, du dépassement de soi, et il y a eu quand même, on a vu la capacité de la France à pouvoir organiser quand même un événement international. Quand même, dans un pays développé, c'est quand même un minimum d'être capable de mettre en scène une grande pièce internationale. Bon, on ne s'effondre pas tant que ça, alors. Comment ? On ne s'effondre pas tant que ça, je veux dire, il y a des traditions administratives, il y a des capacités d'ordre. Je trouve que les Français sont un peuple qui a des nerfs d'acier. Parce que pour supporter le spectacle gouvernemental actuel, ou la façon dont les Français ont réagi à l'espèce de désordre et de mensonge de l'époque du Covid, alors j'admets que les Français sont un peuple qui garde des nerfs d'acier, avec une classe dirigeante totalement incompétente. La contre-offensive ukrainienne en Russie, vous a-t-elle surpris ? Non, elle a la forme habituelle. Ce qui me surprend, c'est qu'elle s'accélère. La contre-offensive ukrainienne en Russie, c'est-à-dire l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Elle m'a surpris en tant que fait, mais une fois qu'on reprend son calme d'historien, ça fait partie de ces actes désespérés qui accompagnent en général les effondrements militaires globaux. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a fait apparaître l'Allemagne comme produisant des offensives comme ça. C'est la bataille des Ardennes de l'Ukraine ? Oui, enfin à l'échelle, c'est quand même peu de choses. C'est 3 cantons, là. La bataille des Ardennes, c'était quand même un peu plus douloureux et sérieux. Mais c'est impossible de ne pas quand même... Je dirais que c'est une sorte de parodie de la bataille des Ardennes. On parlait justement des États-Unis. En fait, ça a accéléré
probablement l'effondrement du front central dans le Donbass, puisqu'actuellement, ce qui m'a vraiment surpris, moi, je croyais que c'était de ça que vous vouliez me faire parler, c'est que la stratégie russe est une stratégie lente. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas des territoires, ils veulent anéantir les hommes et les armes de l'armée ukrainienne. C'est ce qu'on appelle l'attrition agressive. Donc ils vont très lentement parce qu'ils veulent s'épargner eux-mêmes, contrairement à ce qu'on dit ici dans la presse. Mais là, quand même, il y a une sorte d'accélération de l'offensive russe qui probablement a quelque chose à voir avec le fait que les Ukrainiens, pour je ne sais quelle activité de spectacle, ont envoyé une partie de leurs meilleures troupes conquérir des territoires inutiles dans l'oblast de Koursk. Que révèle à vos yeux la campagne américaine ? Est-ce que justement la candidature de Kamala Harris est la consécration de ce que vous appelez dans la défaite de l'Occident la fin des WASP ? Bon, ça en fait partie. Moi, ce qui me trouble le plus, c'est la façon dont les Européens et les Français s'obstinent à essayer de trouver l'un ou l'autre candidat américain comme mieux pour nous. Vous voyez ? C'est-à-dire, moi, j'ai une vision de l'Amérique comme un pays qui est en décadence. J'en parlais tout à l'heure, avec des indicateurs qui s'aggravent, quel que soit le président élu. Les indicateurs de la chute des États-Unis, pour vous, on les rappelle, c'est la désindustrialisation et l'augmentation de la mortalité infantile. Oui, c'est ça. Puis la montée des inégalités, c'est une société qui pourrit, en fait, et dont le niveau éducatif baisse. Et l'affrontement entre woke et anti-woke, et comment vous l'interprétez au regard de ça ? Ça fait partie de ça. Ce sont des débats ridicules. Des deux côtés, il y a des choses ridicules. Vous allez trouver une mise en cause de l'avortement ridicule chez les républicains. Vous allez trouver des délires sur l'importance du phénomène LGBT de l'autre côté. Mais je pense que ce qui serait plus utile et efficace pour nous, qui avons nos intérêts de Français et d'Européens, c'est d'arriver à voir les États-Unis comme les États-Unis, c'est-à-dire comme une puissance qui existe, qui diminue, qui fait beaucoup de mal, dont je suis persuadé que l'objectif actuel n'est plus du tout de gagner la guerre d'Ukraine, mais de garder le contrôle de ses vassaux, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire, si vous regardez le déficit commercial américain vis-à-vis du monde extérieur, les États-Unis vivent au crochet du monde, en fait. Et ça se mesure par leur déficit commercial. Et maintenant, le déficit commercial par rapport à la Chine, qui doit être de l'ordre, en 2023, de 270 milliards de dollars, est beaucoup moins important que le déficit commercial vis-à-vis des autres pays d'Occident, c'est-à-dire de l'Europe. Là, on est à 400 milliards. Donc pour les États-Unis, tant qu'on est en guerre avec les Russes, ça roule. On est dans leurs mains. Mais dès que la paix est signée, c'est la cata. Quels enseignements vous tirez des émeutes de Rotterdam et de la crise en Grande-Bretagne cet été ? J'en tire, c'est tout à fait logique. J'ai un chapitre complet dans mon bouquin sur la crise de la société anglaise. Il y a quelque chose en France, on va trouver un conflit entre élitisme et populisme, qui existe partout. Avec un rassemblement national qui est considéré de moins en moins, mais hors du spectre de la raison républicaine. Il y a des phénomènes de mépris social des éduqués supérieurs vers les éduqués inférieurs, mais il y a un fond d'égalitarisme qui fait qu'on parle tous la même langue et qu'au fond, on se reconnaît tous entre Français comme un peu pareil. En Angleterre, mais ça c'est depuis le 19e siècle, il y a un racisme social qui fait que les gens d'en haut, maintenant les éduqués supérieurs, considèrent les prolos blancs comme une race à part. Et donc, vous allez voir, dans ces émeutes, c'est un soulèvement qui est une réponse à une sorte de mépris de classe dont nous n'avons pas idée de l'intensité. Alors ça, justement, vous l'abordez dans un nouveau livre. Et avant d'aller plus loin, justement, sur ce livre, je signale donc le précédent, La défaite de l'Occident, c'est chez Gallimard, ça, il faut absolument le lire. Et puis, c'est magistral et absolument à lire. Et